Salut à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène discret mais très surveillé, l'immobilier de luxe comme refuge pour l'argent sale. À travers l'histoire, ce secteur a souvent servi de planque pour des capitaux d'origine douteuse et c'est fascinant de voir pourquoi. Du financement de grandes demeures à la mise en place de sociétés écrans, il existe de nombreuses astuces pour faire passer d'importantes sommes sous le radar des autorités. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de décortiquer les mécanismes qui rendent l'immobilier haut de gamme si recherché pour dissimuler des fonds suspects. Dès le début du XXe siècle, des organisations criminelles se sont tournées vers l'immobilier pour rendre leurs opérations moins visibles. Les mafias italiennes, par exemple, ont compris que l'achat d'immeubles dans des centres urbains discrets couvrait efficacement la provenance de leurs fonds. Avec le temps, ces groupes ont affiné leurs méthodes, passant de quelques acquisitions ponctuelles à la gestion de véritables empires immobiliers. Le prestige associé à certains quartiers donne une image respectable à ces investisseurs, pas comme les autres. Cette pratique s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, trouvant sans cesse de nouvelles manières de contourner les contraintes imposées par les différentes législations. Les capitaux louches ne se limitent plus aux groupes criminels traditionnels. Désormais, certains dirigeants corrompus et fortunes douteuses misent aussi sur l'immobilier de prestige pour transformer leur argent. L'attrait de ces maisons somptueuses, ou penthouse, aux vues panoramiques, dépasse la simple envie de briller. C'est une façon de sécuriser des fonds et d'officialiser une apparente légitimité. La valeur d'un bien haut de gamme peut grimper rapidement, offrant un double avantage: blanchir l'investissement initial et générer du profit légal. Les lois ont beau se durcir, les montages financiers restent complexes, ce qui permet malgré tout de contourner les limitations ou les restrictions. Avant de poursuivre, je souhaite partager un bon plan pour tous ceux qui suivent l'actualité boursière et crypto, l'application NoTrade, disponible sur iOS et Android. Elle offre un service de signaux vraiment précis, totalement gratuit et ultra performant. Son interface est intuitive, ce qui la rend agréable pour rechercher des opportunités et repérer les tendances. Vous recevrez les alertes claires, idéales pour ajuster vos choix en un coup d'œil. Même si vous avez déjà vos habitudes, notre aide apporte ce petit plus qui peut faire la différence sur le long terme. N'hésitez pas à l'essayer, la télécharger puisqu'elle est gratuite. Pour revenir à nos moutons et comprendre comment ces opérations se mettent en place, il suffit d'observer les montages à base de sociétés offshore et de comptes bancaires répartis dans plusieurs pays. Les acquéreurs de biens luxueux dissimulent leurs identités en utilisant un enchevêtrement d'entités juridiques. À chaque étape, la trace de l'argent devient floue, ce qui complique la tâche des autorités. Ce camouflage s'avère redoutable, car les transactions immobilières ne sont pas toujours vérifiées avec la même rigueur que les flux traditionnels bancaires. Les organismes chargés de lutter contre la fraude doivent alors redoubler d'efforts tout en se heurtant à des failles réglementaires et administratives. Les rapports internationaux montrent que les capitales comme Londres ou New York attirent des sommes astronomiques issues de ces montages. Le marché ultra haut de gamme y sert souvent de façade pour loger des capitaux en provenance de trafics variés. Dans certains quartiers, la quasi-totalité des logements est détenue par des personnes domiciliées à l'extérieur, ce qui alimente les soupçons. Les villas de la Côte d'Azur, toutes comme certaines zones exclusives en Asie ou au Moyen-Orient, suscitent un peu le même type d'opération. Cette ruée vers des emplacements de prestige a un effet direct sur les prix, rendant parfois la vie locale hors de prix. Au-delà du simple blanchiment, ces acquisitions servent aussi d'écran social. Officiellement, ces villas ou penthouses peuvent être présentées comme résidences de vacances ou placements légitimes. Cela confère un vernis de normalité aux détenteurs qui peuvent même prétendre contribuer à l'économie locale. Dans la pratique, ces propriétés demeurent parfois inoccupées la majeure partie de l'année, rendant leur usage un peu, enfin même peu clair. Certains acheteurs paient comptant, ce qui intrigue sur la provenance exacte des fonds. Malgré tout, le label luxe apporte une aura de respectabilité et cette image dorée permet de passer par des sommes colossales sans trop attirer l'attention. Contrairement à un dépôt bancaire qui suscite des contrôles immédiats, l'achat d'un bien immobilier implique souvent des démarches administratives moins strictes. Les notaires ou agents immobiliers font des vérifications, mais elles s'avèrent parfois moins approfondies qu'on ne croit.
Les règles varient d'un pays à l'autre et certaines juridictions demeurent très souples sur l'origine des fonds. Il en résulte d'un climat où les plus habiles peuvent contourner les limites sans trop de difficultés. Les gouvernements essaient régulièrement de renforcer leurs lois, mais les dispositifs mis en place s'avèrent souvent insuffisants à contrer les schémas de dissimulation les plus sophistiqués. Une autre conséquence majeure de ces stratégies est la flambée des prix dans certains marchés immobiliers. Quand les fortunes cherchent à sécuriser leurs avoirs, elles paient parfois bien au-dessus de la valeur estimée. Cette surenchère pousse les coûts vers le haut et finit par rendre inaccessible une large partie du parc résidentiel pour les habitants. Des villes comme Vancouver, Hong Kong ont imposé des taxes spéciales pour freiner ce phénomène. Imaginez. Même si les résultats restent mitigés, les populations locales se sentent parfois dépossédées de leur quartier, tandis que des résidences fantômes enregistrent des prix stratosphériques sans bénéfice concret pour la communauté. Le mécanisme de blanchiment comporte plusieurs étapes, appelées placement, empilement et intégration. Au départ, l'argent d'origine douteuse est injecté dans des comptes ou des sociétés prête-nom, puis acheminé vers des actifs immobiliers. Des rénovations coûteuses peuvent être entreprises, gonflant artificiellement la valeur du bien. Une fois revendu, l'investissement se retrouve mélangé à des fonds officiellement légitimes. Toute la difficulté pour les autorités est de retracer l'opération de bout en bout, car chaque couche d'intermédiaire rend la piste un peu plus floue. Ce procédé demande des compétences en droit et en finance, ce qui explique l'implication d'experts très pointus dans le milieu. Des exemples concrets viennent appuyer cette réalité. Plusieurs enquêtes ont révélé comment des dignitaires corrompus, notamment en Chine, acquièrent des très luxueux appartements, par exemple même à Vancouver ou à Sydney, sans éveiller de soupçons immédiats. Des figures influentes en Russie font de même sur la Riviera française ou dans les quartiers huppés de Londres. Les montants engagés défient l'entendement, ce qui soulève des questionnements quant au contrôle effectif. Les médias internationaux s'emparent parfois de ces histoires, créant un buzz temporaire. Pourtant, la plupart des rouages restent invisibles et seuls quelques cas spectaculaires finissent sous le feu des projecteurs, laissant supposer que bien d'autres affaires passent évidemment sous le radar. Le manque de transparence ne dépend pas uniquement des acheteurs. Certains acteurs du marché préfèrent aussi fermer les yeux tant que l'argent est versé. Banquiers, avocats, intermédiaires même divers, peuvent profiter de traitements lucratifs s'ils ne posent pas trop de questions. Pour beaucoup, c'est un business avant tout et la provenance des fonds devient finalement secondaire. Les contrôles anti-blanchiment existent, mais ils peuvent être contournés par de nouveaux stratagèmes soutenus par une ingénierie financière plutôt sophistiquée. Dans ce contexte, la moralité n'est pas toujours la priorité. Tant que les transactions se concluent, chacun y voit son intérêt au détriment du bien collectif. Certains gouvernements ont instauré des registres qui exposent l'identité des bénéficiaires effectifs. L'idée est de nommer les véritables détenteurs derrière chaque société. Mais dès qu'une nouvelle loi arrive, des avocats à la créativité sans borne imaginent des moyens de contournement ou de contourner la contrainte. L'obligation de divulgation peut être évitée en fractionnant encore plus les structures ou en transférant les propriétés à des entités basées dans des territoires plus permissifs. Le défi est de concilier volonté politique et mise en application réelle. Les sanctions existent, mais elles restent rarement appliquées dans toute leur rigueur. D'où la persistance de ces pratiques opaques. Les nouvelles technologies et la digitalisation du marché pourraient peut-être changer la donne. Des startups spécialisées dans l'analyse de données s'efforcent d'identifier les achats suspects et de lever le voile sur les flux financiers douteux. Les blockchains, lorsqu'elles sont bien utilisées, peuvent offrir une traçabilité supérieure à celle des banques traditionnelles. Toutefois, la même technique sert parfois à dissimuler l'origine des cryptoactifs avant de les convertir en forme immobilière. Il existe donc un équilibre délicat entre volonté d'innover et la réalité du terrain, où les criminels restent toujours à l'affût du moindre angle mort pour perpétuer leurs pratiques. Pour résumer, l'immobilier de luxe constitue un abri très attractif pour l'argent sale. Depuis des décennies, des réseaux criminels, des dignitaires véreux et divers acteurs peu scrupuleux s'appuient sur ce canal pour blanchir leurs trésors. Les montages financiers, implications d'intermédiaires complaisants et les frontières légales floues créent un cadre peut-être, j'ai envie de dire, idéal pour ces opérations. Pourtant, rien n'est gravé dans le marbre.
Des progrès législatifs et technologiques commencent à faire la lumière sur ces montages douteux, même si le chemin sera encore long. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi jusqu'au bout. C'était Arnaud Delapierre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne et découvrir de nouvelles vidéos.